Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes heureux et honorés de nous savoir écouter un peu partout dans les Amériques, en Europe, en Asie, différents pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, sur toutes les îles et naturellement au Togo ici, notamment à Lomé, à Neho, Sokode, Niamtougou, Bassar ou Dapaon, où nous relaient toutes les radios partenaires que nous saluons au passage. À la technique aujourd'hui, Thomas Datevi avec Michel Vitogbe Tomega. Géraud Dakucha va s'amener incessamment. Au menu du club de la presse aujourd'hui, encore et toujours, les stratégies que met le pays en place pour combattre, pour riposter à la Covid-19. Nous allons en parler. Les articles importants du confrère Santé Magazine paru aujourd'hui sont également au menu. Et pour l'actualité politique, nous allons parcourir les confrères notamment sur les sujets relatifs à la gouvernance du territoire et puis l'équation à Djamagbo-Djossou qui continue à défrayer la chronique, du moins dans les médias. Et comme c'est une tradition, nous la respectons en partageant avec vous cette pensée du jour qui nous enseigne. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Encore une fois, pour que nous notions très bien, préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es toi-même et ta réputation n'est que ce que les autres pensent de toi. Sylvestre Béni du journal La Manchette, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Augustin Amégadien du magazine Social Info paru depuis hier, bonjour. Auditeur. Merci. Joachim Kokou Loko, doublement du journal Dunia Le Monde et du magazine La Matinée Internationale paru, les deux journaux tout chaud ou tout frais, c'est selon. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditeurs auditrices de Canal FM, bonjour aux confrères autour du plateau. Merci. Et notre personne ressource pour nous entretenir sur la riposte à la Covid-19, c'est notre vieil ami, Dr Belei Essotom. Bonjour. C'est Dr Beweli. Beweli. Essotom. Bonjour Monsieur Sassegao. Bonjour à tous. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Merci. Nous vous connaissons très bien. C'est toujours bien de nous rappeler vos charges actuelles. Dr Beweli. Oui, nos charges, nous coordonnons les activités et actions donc, au niveau du ministère de la Santé. On dit action sanitaire. Donc tout ce qui touche à la maladie, lutte contre la maladie, tout ce qui touche aux formations sanitaires, que ce soit public ou comme privé, tout ce qui touche la mise à disposition, la disponibilité des médicaments et dispositifs médicaux. Il y a l'hygiène et l'assainissement de base. Il y a l'infrastructure, les équipements et il y a le focus qu'on met souvent sur la lutte, sur la santé de la mère et de l'enfant. Voilà globalement les domaines pour lesquels je suis au ministère, je coordonne donc ces activités. Merci d'avoir pu libérer du temps, 90 minutes pour nous accompagner dans cette émission que nous démarrons actuellement, mais que nous allons continuer de façon plus inclusive à partir de 12h00 quand les auditrices et auditeurs auront la latitude d'entrer en ligne sur les 4 numéros que nous vous offrons au choix, le 22 21 33 74, le 22 20 19 68 ou encore le 91 36 63 75 et enfin le 98 87 78 37. Avant d'aller à notre invité, docteur Beweli, commençons par Augustin Amégadien, Social Info paru hier. Vous avez également consacré un article au point de la riposte à la Covid-19 dans notre pays. Oui, justement, ça, nous nous demandons où en est-on exactement aujourd'hui. Exactement, où en sommes-nous aujourd'hui exactement, parce que quand on voit tout ce qui se dit de gauche à droite, et après plus de
6 mois avec cette maladie-là, pratiquement une année, on se dit il fallait faire le point un peu sur cette situation, comment le Togo mène ce combat et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement, parce que tout le monde le constate aujourd'hui, il y a un relâchement total concernant le respect des mesures barrières et des différentes mesures restrictives imposées par les autorités, et aussi du côté du vaccin comme nous en avons depuis des mois. Qu'est-ce qui se fait, où en est-on exactement aussi? Et de l'autre côté, vous savez, depuis quelques jours, on a eu l'information que les autorités envisagent pour les fêtes de fin d'année de prendre encore des mesures restrictives pour éviter en tout cas une flambée des cas en janvier. Donc il fallait faire le point un peu sur cette situation-là et se demander où en est-on exactement. Donc nous avons fait le point sur les différents la situation. Et il faut dire qu'aujourd'hui, quand on prend un peu les pays voisins, on se rend compte que les gens ne parlent plus pratiquement de la maladie. Quand tu vas au Ghana, quand tu vas aujourd'hui au Bénin à côté ici, quand tu portes un masque, tu as l'impression que tu viens tu viens de la Lune. Alors que pratiquement tout le monde, les gens se moquent de toi, te disent les Togolais prennent la Covid comme un truc là. Donc aujourd'hui, il est important que les autorités fassent un point global de la situation pour situer les Togolais, pour leur dire pourquoi nous avons décidé de maintenir cette ligne, pourquoi nous avons décidé de maintenir, par exemple, aujourd'hui, que les recoupements soient toujours limités à 15 personnes, même si on constate que ce n'est plus très respecté. Pourquoi aujourd'hui, on envisage d'imposer encore un deuxième couvre-feu, etc. Donc aujourd'hui, il est impératif que les autorités fassent un point. Là, c'est Social Info qui fait le point. Où en est-on aujourd'hui dans la riposte à la Covid-19? Docteur Baouli, vous avez écouté l'interrogation que soulève le confrère Social Info. Merci encore une fois de nous donner l'occasion de m'asseoir sur ce plateau pour échanger sur cette crise sanitaire. Je remercie sincèrement donc votre confrère de Social Info, c'est ça? Donc il a fait un commentaire avec un certain nombre d'interrogations donc sur la riposte au Togo. Alors, avant de m'engager sur quelques interrogations, je voudrais rappeler la situation de Covid-19 au Togo. Alors, vous savez que nous sommes on a dépassé les 3000 cas. Nous allons bientôt atteindre 3300 parce que nous sommes à hier, les chiffres officiels affichaient 3295 contaminations totales pour 2821 guéris, 66 décès et 408 cas qui étaient suivis dans les centres de santé hier. Très bien. Soit pratiquement 86% de guérison et 2% de létalité, de décès. Donc en nous comparant avec l'Afrique, l'Afrique est autour de 2,37%. Et dans le monde entier, c'est à 2,20%. Donc, je voudrais donner ces chiffres. En termes de mortalité. En termes de mortalité. Létalité par rapport le nombre de décès sur le nombre de cas confirmés. Alors, il faut dire que le cas de notre pays, le Grand Lomé prend la grande part des cas confirmés. Et encore la preuve, hier, toutes les contaminations constatées hier se situaient exclusivement dans le Grand Lomé. Donc, pratiquement 70% des cas, c'est dans le Grand Lomé. Ça fait 2 districts sanitaires, Golfe et Agoy. Et quand on regarde le type de transmission, chaque fois nous le rappelons, nous avons soit une transmission, c'est cas importé, donc la personne revient de voyage, on a trouvé ça, soit c'est une transmission locale, ça veut dire que on connaît bien le contact, donc la personne qui l'a contaminé, ou on ne sait pas, la personne est arrivée en phase de symptômes. Donc cas suspect. Alors, il se fait que, quand nous regardons globalement pour le pays, c'est encore, donc, cette transmission, la transmission communautaire est très élevée, près de 45%. C'est-à-dire les gens arrivent en phase de symptômes.
Alors que lorsque vous arrivez en phase déjà de symptômes, ça veut dire que parmi eux, il y aura des gens qui ont déjà commencé des complications. Et qui dit complications, la prise en charge, ça ne nous garantit pas donc, la guérison. Parce que pour toute maladie en général, lorsqu'on vous découvre en phase avancée, donc la chance de guérison est moindre. Alors, et il se fait que c'est encore le Grand Lomé où cette transmission communautaire est très élevée, plus de 52% des cas à Lomé, cette transmission communautaire. Ce n'est pas bien. Mais il faut rappeler quelque chose. Nous avons constaté que ces dernières semaines, le flux des gens qui reviennent d'autres pays, vous avez parlé de pays voisins, c'est pour ça que je fais ce commentaire, on voit que on commence à voir le nombre de cas importés qui avait baissé drastiquement a commencé à augmenter. Parce que les gens reviennent des voyages. Ce n'est pas seulement les voyages aériens, il y a les voyages terrestres parce que nous avons fermé, le gouvernement a fermé les frontières. Officiellement. Mais Dieu sait que ces frontières sont ouvertes. Merci beaucoup, M. Sasgao, pour m'avoir aidé. Alors, concrètement, concernant les mesures barrières, le constat est amer. Vous êtes d'accord avec moi, vous l'avez dit. Il y a un relâchement. Relâchement sur les lieux publics. Parce que c'est là où, quand il y a un lieu public, ça veut dire qu'il y a plus de 2 personnes, il y a plusieurs. Donc, il faut se protéger. Et le gouvernement a maintenu, parmi ces mesures-là, on a dit, masque. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont des masques, vous le savez très bien, mais ils ne les portent pas bien. Ou bien ils ont ça dans les sacs. Qu'est-ce que nous, professionnels de santé, qu'on peut faire? Donc, la conscience, la responsabilité individuelle doit être engagée avant celle collective. Bon. Nous avons, l'autorité a ouvert les écoles. Et vous avez vu que les élèves, ils sont nombreux. Les élèves, si vous constatez, quand ils sortent des établissements, on voit que le masque, ce n'est plus son problème, c'est au montant. Nous voyons les élèves tous les jours. Donc ça veut dire que de façon globale, il y a ce relâchement et ce n'est pas normal. Oui, docteur, relâchement, d'accord, mais le confrère Augustin a soulevé un problème que les gens évoquent souvent. Il semblerait que ce que nous appelons relâchement est comparé comme un excès même vis-à-vis des pays voisins. Il semblerait que au Ghana, au Bénin par exemple, nous partageons totalement le constat que vous êtes de prendre, c'est vrai. Oui. On dit le Togo a mis la barre très haute. Justement, est-ce que le Togo en fait un peu trop en matière de mesures barrières? Vous savez, en médecine ou en santé, quand on dit médecine, j'ai resté sur le champ. En santé, il vaut mieux pécher par excès que par défaut. Quitte à essayer de diluer un tout petit peu. C'est vrai, c'est un constat. Maintenant, le conseil scientifique, vous savez très bien, il y a cet organe qui donne des avis. Donc, c'est un avis consultatif aux autorités pour décision. Donc, à l'heure où je vous parle, le conseil scientifique a déjà transmis aux autorités donc leurs avis en voyant ce qui se passe dans d'autres pays. Et en voyant ce qui se passe dans notre pays, il y a eu des propositions concrètes qui ont été envoyées aux autorités qui vont bientôt se prononcer. Comme vous l'avez si bien dit, nous allons bientôt vers les fêtes de fin d'année. Et qui dit fête, dit, bon, les gens sont en joie, les gens vont manger, ils vont boire, ils vont s'oublier même. Et donc, ayant tiré les leçons du passé dans notre pays, on a eu des fêtes traditionnelles, on a vu comment ça s'est passé, malgré les mesures restrictives prises par le gouvernement. On a vu autour de Tabaski ce qui s'est passé. Juste après, il y a eu flambée. Et tout récemment, on a vu, il y a les fêtes quinquennales dans des pays comme les pays cabiais, où on a bien un interdit, mais on a vu ce qui s'est passé. Et donc, je pense que pour les prochaines fêtes, nous devons se dire que si le gouvernement reste silencieux sans sortir des mesures restrictives, ça serait une surprise pour le citoyen togolais. Au contraire, nous devons encourager le gouvernement à prendre des mesures pour protéger sa population durant cette... Parce que si on ne sort pas des mesures... Bon, une chose, nous sommes un pays sous-développé, il faut le retenir. Nous n'avons pas la capacité suffisante pour la prise en charge de cas. Et donc, nous devons mettre plus d'action sur les actions de promotion et de prévention. Promotion, on a dit, lavage des mains et tout ça, là, distanciation. Maintenant, pour la prévention, la vaccination, vous l'avez dit,
Le Togo, comme d'autres pays d'Afrique, ne fabrique pas les vaccins. Les vaccins candidats qui sont là actuellement, qui ont été annoncés, plusieurs vaccins, dont l'efficacité, l'innocuité, tout est décrit. Ben, maintenant, d'autres pays ont déjà commencé la vaccination, vous le savez très bien, au niveau de l'Occident. Donc, nous, Togolais, comme d'autres pays d'Afrique, attendent la donation donc, de bonne volonté. Et le Togo, l'Afrique est sur la bonne voie parce qu'il a été annoncé que les vaccins vont arriver, mais pour 20% de la population dans nos pays d'Afrique. Et ces 20%, c'est des groupes spécifiques, donc ce qu'on appelle groupes cibles, des groupes spécifiques qui vont en bénéficier. Puisque, comment choisir les 20 ? Donc, on va privilégier des groupes. Et parmi ces groupes... Et même si le Togo était privilégié dans ce groupe, il va se poser des problèmes des questions de logistique. Comment acheminer les vaccins, comment les conserver jusqu'à l'opération auprès des citoyens. Un ensemble de questions que nous posons. Alors, depuis 2 semaines, il se dit et s'écrit beaucoup de choses sur les réseaux, dans les médias, bouche à oreille. Couvre-feu ou pas couvre-feu, c'est la question qui demeure. Le gouvernement même en débat en Conseil des ministres, mais tout en se montrant quelque peu prudent pour annoncer une mesure. Mais aujourd'hui, le confrère Togo Matin écrit que le gouvernement togolais se trouve dans un grand dilemme. Faut-il restreindre ou ne pas restreindre les libertés individuelles et collectives pendant la période des festivités de fin d'année? En tout cas, il y a quelqu'un qui est clair sur la question. C'est le président du conseil scientifique, le professeur Ekwevi, que nous avons reçu dans ce studio lundi dernier et qui s'exprime dans les colonnes du Togo Matin. Le professeur Ekwevi qui dit que tout relâchement sera chèrement payé. C'est l'avis du conseil scientifique, mais on dira que ce n'est qu'une orientation que donne le conseil scientifique. Il reviendra au gouvernement de nous situer. Mais docteur Beuli, vous constatez que la question fait débat. Même les confrères n'ont pas toujours la même religion là-dessus. Augustin? Le médecin vient de parler des relâchements. On n'a pas de relâchement. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que ce relâchement n'est pas surtout au niveau de la population. C'est aussi au niveau du personnel soignant. Parce qu'aujourd'hui, au début de cette crise-là, quand vous allez dans les hôpitaux, il y a des mesures strictes. Vous lavez les mains, vous faites quoi, vous utilisez du gel, vous portez vos masques. Mais on se rend compte aujourd'hui que quand on va dans les hôpitaux, il n'y a même plus de dispositifs de lavage de mains. Même dans les centres de santé. Dans les centres de santé, il n'y a même plus de dispositifs de lavage de mains. Et les centres de santé qui en possèdent toujours, ça c'est en panne, ou bien les gens le dépassent carrément. Il n'y a même personne pour là-bas pour diriger les gens vers ce genre de dispositifs. Donc aujourd'hui, même au niveau des autorités, au niveau de la sensibilisation, etc., on voit que ça a baissé. Bon, est-ce que tout le monde se relâche enfin, donc on laisse tout le monde faire ce qu'il veut et tout le monde va payer, ou bien on reprend la chose en main et on explique aux citoyens ce qui se passe, la situation est date, et comme ça tout le monde comprend les mesures qui vont être prises. Mais si on n'explique pas aux citoyens ce qui se passe exactement, on ne dit pas aux citoyens, en tout cas on cache certaines vérités, quand vous imposez les choses, ça risque de ne pas se... Oui, docteur, vous qui êtes directeur général de l'action sanitaire, il semblerait, d'après ce que le confrère révèle, que même dans le centre de santé, il y aurait relâchement. Je ne peux pas dire non, parce que je ne suis pas dans tous les centres de santé tous les jours. Ce qu'il a déjà observé, ça, à des endroits. L'agent de santé, c'est aussi un agent, c'est un citoyen. Et vous savez, le comportement d'un individu, pour qu'il le change positivement, souvent ça prend du temps. Les gens, parfois les gens ils s'oublient. Aujourd'hui, nous avons 211 agents de santé qui ont été contaminés, dont le Grand Lomé, 62%. Secteur public, 79%. Voilà les chiffres que nous avons actuellement. Et ça ne fait pas, nous, notre fierté, nous qui coordonnons les activités au niveau sanitaire. Parce que on ne s'attend pas à ça, parce que l'agent de santé doit montrer le meilleur exemple pour que les autres copient. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on continue à sensibiliser. Le gouvernement a mis les moyens, avec l'appui des partenaires, pour renforcer donc, les formations sanitaires en équipement de protection. Et ça, c'était difficile au début, mais
Ça, vous voyez, là, le personnel avait crié qu'il manque. Mais maintenant, on a fait. Donc, il faut qu'ils prennent conscience et améliorer pour que les citoyens qui les observent les copient. C'est le message que je voudrais donner sur cette situation que vous partagez, sur laquelle, je reste impuissant. Merci. Eh bien, le débat n'est pas propre au Togo. Si vous suivez les radios, les médias internationaux, vous saurez que aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, c'est toujours le débat. La France qui passe carrément sous couvre-feu actuellement de 20h, donc 19h chez nous jusqu'à 6h le matin. Et quand on suit les médias, on constate que le président du conseil scientifique du Togo n'est même pas aussi dur que son homologue en France, qui recommande au gouvernement de France des mesures très rigoureuses. Et là, non plus, ce n'est pas facile pour les dirigeants. On verra finalement la décision que prendra l'État togolais. Mais le constat général, tel que vous l'établissez, même dans la matinée internationale Joachim Loko, le coronavirus bouleverse l'ordre, non seulement togolais, mais l'ordre mondial. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une maladie qui affecte tout le monde. C'est une maladie qui bouleverse l'ordre mondial. Nos habitudes sociales ont changé. Il faut porter le cache-nez, ça... nous qui ne sommes pas tellement habitués. Ça fait 7 mois que nous portons ça. Fait 7 mois, mais on n'est pas encore habitué. On a tendance à être suffoqué. Et donc, si bien que nous ne pouvons même pas aller saluer. Vous savez que dans les habitudes africaines, quand tu vois ton frère, tu dois aller le saluer. Et donc, tu ne peux même plus le saluer. Et donc, c'est une maladie qui est venue bouleverser l'ordre mondial sur le plan économique, surtout pour les pays sous-développés, et les pays sous-développés dans lesquels l'économie est basée beaucoup plus sur l'informel. C'est la croix et la bannière. Les gens peinent à joindre les deux bouts, les gens peinent à s'offrir 2 ou 3 repas par jour. Et donc, c'est là l'éditorial de notre magazine, 2020, quand coronavirus bouleverse l'ordre mondial. Eh bien, l'ordre mondial bousculé, cela nous amène, nous les médias, à dire des choses et à revenir là-dessus. Je me rappelle que la semaine dernière, nous avions annoncé que dans la foulée du couvre-feu, il aurait été recommandé d'annuler la quinzaine commerciale que la Chambre de commerce organise chaque année en fin d'année. Eh bien, la quinzaine commerciale 2020 sera effectivement organisé. En tout cas, c'est le président de la Chambre de commerce qui l'a annoncé, et le confrère Le Mania Libéré revient là-dessus, que la quinzaine commerciale s'ouvre aujourd'hui même, 16 décembre, sauf que sur les 220 stands qui avaient été ouverts l'année passée, il ne sera ouvert que 64 stands, et que même cette foire privilégie le e-commerce. Docteur Beweli, alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que pendant que les débats à couvre-feu ou pas couvre-feu, pendant qu'on recommande le respect strict des mesures barrières, que la Chambre de commerce, qui est un organe assez officiel, tienne à organiser sa quinzaine commerciale, quand on sait ce que c'est une quinzaine commerciale? Alors, vous avez avancé les chiffres. Vous avez dit que ça s'ouvre, vous avez avancé les chiffres. 64 sur 220 l'année passée. 220. Ça fait pratiquement 25%. Si le gouvernement a laissé faire pour que cela s'ouvre, cette quinzaine commerciale s'ouvre, c'est que on a évalué, on a trouvé que les 25% là qui vont être maintenus, les mesures barrières vont être respectées. Et on a dit, vous avez dit qu'on privilégie le e-commerce, le e-commerce. Donc, pour moi, la décision est revenue à l'autorité. Nous, on n'est que techniciens. Sûrement, les techniciens sont allés, ils ont évalué, on a trouvé que ça peut passer. Et c'est pour ça que cela a été maintenu. C'est le commentaire que je voudrais faire. Merci, mais vous restez avec nous. Je présume que les auditeurs vont vous interpeller. D'ici là, nous passons en santé éducation avec Gadiel Tionyadji. Bonjour. Oui, ça c'est bonjour. Eh bien, santé éducation paru aujourd'hui avec, comme à chaque fois, des articles intéressants
Commençons par ce que vous recommandez comme remède naturel à nos chères dames qui souffriraient de mycose vaginale, qu'on appelle communément en Ewe ou en Mina Magné. Oui, la mycose vaginale, Magné, très récurrent chez les femmes. Vous savez, aujourd'hui, on note que plusieurs femmes font cette infection-là plusieurs fois, ne serait-ce que dans le mois, bien dans l'année. Or, on sait que la recrudescence de cette infection peut conduire à des complications. Donc, nous, on a observé que les femmes, d'une manière globale, ne comprennent pas ce que c'est que cette infection. Beaucoup ne savent pas à quoi cela est dû. Et très souvent, quand ça vient, on essaie d'écouter les uns les autres, ce que tu as fait, ce que je peux faire. Et c'est ce qu'on fait et ça conduit à des cas graves. L'automédication de bouche à oreille. Voilà, donc le premier message au travers de cet article, c'est de dire aux femmes, quand elles sentent une brûlure dans le vagin, des démangeaisons, elles se grattent et voient même une pète blanche, qu'elles aillent consulter. Il y a des médecins spécialisés qui sont là pour ça, qui vont leur donner des conseils. Donc, en allant vers le médecin, on comprend mieux la maladie et on sait comment se prendre en charge. Maintenant, le second message, c'est de dire aux femmes qu'il y a des remèdes naturels quand on est sûr que c'est la mycose vaginale ou bien c'est ce qu'on appelle Magné. C'est juste des remèdes maison qu'on peut faire avant de consulter le médecin et d'avoir un certain nombre de conseils et pourquoi pas une prescription, parce qu'en pharmacie aussi il y a des médicaments qui sont là, qui peuvent permettre, il y a des pommades, il y a des crèmes qui peuvent aider les femmes. Donc c'est très important aux femmes d'aller vers la pédagogie par rapport à cette infection, parce que cela conduit à des complications. Merci Gadiel, mais vous avez oublié quelque chose de très important. La femme doit également informer son partenaire. Son mari, oui. Moi je dis partenaire. Oui, parce que vous savez, la femme qui souffre même de la mycose vaginale, souvent, les rapports sexuels sont douloureux. Et quand c'est comme ça, la femme n'aime pas encore la touche parce que ça la gratte, donc ce n'est pas évident. Et de facto, l'homme sait que sa femme souffre de quelque chose. Et si nous le savons, soyons indulgents, patients, le temps que cette infection guérisse et qu'on reparte au combat. Alors, quelque chose que vous nous déconseillez vivement, Gadiel, c'est ne pas mettre des aliments chauds dans des sachets plastiques. Ah ouais, on ne cessera jamais de le dire, mais cela court encore. C'est ce que nous faisons tous les jours. Des aliments chauds dans un plastique, c'est toxique. Je ne veux pas rentrer dans les détails avec des démonstrations scientifiques, des transformations chimiques, mais ce qu'on doit dire, qu'on répète encore au travers de cet article, mettre un aliment chaud dans le plastique, que ce soit de la bouillie, du riz, ce que les gens font d'habitude. Nous voyons même des gens acheter le foufou, la sauce, la pâte, différentes sortes, colico, tout ça, dans des sachets vraiment. Et arriver, on ne remet pas ça dans un plat pour consommer. Il y en a qui mangent ça directement dans le plastique. D'abord, même le plastique, c'est un problème. Parce que rien ne vous dit que c'est propre. C'est fast food. Rien ne vous dit que c'est propre. Et puis maintenant, les transformations chimiques par rapport à la chaleur en contact avec le plastique, on s'empoisonne. Donc, c'est une alerte encore que nous tirons. Attention, quand on consomme les aliments chauds dans les plastiques, c'est très mauvais. Merci. Allons maintenant aux personnes d'un certain âge et d'une certaine masse à qui il arrive de souffrir d'arthrose. Et là, vous nous recommandez des remèdes naturels pour le traitement. Oui, là, vous savez, la médecine alternative est très chaude là-dedans, dans la prise en charge de l'arthrose, surtout la bonne alimentation, un certain nombre de remèdes maison, l'arthrose, une atteinte du cartilage qui fait que on sent des douleurs au niveau de l'articulation, il y a des enflures et c'est très douloureux, surtout vers la nuit. Et là, on a mis quelques recettes maison. C'est des recettes qu'on ramène parce que les gens ont déjà mis cela en pratique. Ça a donné des résultats. Donc, on reconseille cela parce qu'aujourd'hui, encore beaucoup qui souffrent de l'arthrose.
Merci. D'autres articles qu'on n'aura pas le temps de commenter, mais qu'on va découvrir dans votre parution. Les huiles végétales qui sont bonnes à consommer. Vous nous recommandez les feuilles de corosolier, qui est toute une pharmacie à elle seule, tout comme la feuille de patate douce qu'on doit préparer. Il semble que c'est un très bon légume. Très bon légume. La feuille de patate douce. Si, très bon Décidément, légume. Dieu n'a rien fait au hasard. Pas du tout. Donc, la nature nous offre beaucoup de choses pour notre nutrition, notre santé. Allons-y, c'est très important. Merci, mais souffrez qu'on suspende là, quitte à y revenir là-dessus, le temps que les gens aillent acheter le journal Santé Éducation au prix de 500 francs. Ça dit qu'une... dites-vous même, Sylvestre. Dites. Non, j'ai rien dit. Non, vous avez dit une bouteille de Beaufort. Déjà, on sait ce qui va être au menu de la troisième mi-temps bientôt. Eh bien, allons sans transition à l'actualité. Aujourd'hui, c'est pas tant politique, mais la gouvernance de nos territoires. Et quelque chose qu'on a lancé hier et que nous rappellent deux journaux, c'est Liberté qui commence. Et voilà le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et Togo Matin qui revient aussi là-dessus. L'opération recensement général de la population de l'habitat qui va coûter autour de 9 milliards de francs CFA. Le lancement a été fait hier, mais ce recensement qui va démarrer effectivement en novembre 2021, dans un an. Sylvestre Béni, on dit chez nous que celui qui a les orbites vraiment profondes là, il faut que la personne commence à pleurer très tôt, le temps que l'orbite se remplisse. C'est ce que le gouvernement a fait, qu'il lance les opérations un an avant son effectivité, parce qu'il faudra boucler le budget d'ici là. Oui, bien évidemment, parce que tout tourne autour du budget. Donc, il faut celui qui veut faire un bon projet doit budgétiser ses affaires. Donc, je crois qu'à ce niveau, le problème ne se pose pas. Je crois que le dernier recensement date de 2010, je crois. Oui, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, donc c'est normal donc de refaire cela et de savoir combien nous sommes et qui fait quoi et tout. Donc, je crois que, sauf que quand on va lancer l'opération, on verra la faisabilité, oui, pour qu'il n'y ait pas trop de ratés. Alors, pourquoi ce recensement que les Nations Unies recommandent chaque 10 ans? Parce que c'est un outil de planification, de suivi et d'évaluation des politiques et programmes de développement. Il s'agira de connaître la situation sociale de la population, y compris celle des populations vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, les orphelins, les enfants, les personnes âgées, les femmes à des niveaux géographiquement désagrégés. Donc près de 9 milliards de francs CFA. Et le ministre Sani Yaya disait hier que le Togo n'aurait, on n'aurait à disposition que 40% pour le moment. Eh bien, on a un an pour boucler le budget et que ce recensement démarre et qui va offrir également des opportunités de travail. Parce que Joachim Loko, c'est des jeunes filles, jeunes garçons qui vont travailler à cette opération. Oui, c'est des opportunités de travail, donc ça vient à point nommé, mais il faut savoir que, comme vous venez de le dire, que ça permet le recensement, permet au gouvernement ou bien à ceux qui sont aux affaires de pouvoir planifier les politiques de développement du pays, puis donc il ne sert à rien de naviguer à vue, de ne pas savoir à combien se chiffre la population d'un pays, et donc c'est par rapport à ce recensement que les États doivent planifier leur politique de développement, leur politique sociale. Moi, je ne sais même pas pourquoi dans certains pays, comme les pays occidentaux, une fois qu'on établit l'acte de naissance des enfants, déjà on commence par comptabiliser les enfants. Il va falloir que dans nos pays, on essaie de changer de méthode. Et d'arriver à ce niveau-là aussi. D'arriver à ce niveau. Une fois que quelqu'un naît, et il est compté, il y a plus 1, la population plus 1, je pense que ça va alléger la tâche à nos dirigeants. On planifiera mieux
disons, la création des écoles, des centres de santé, tracer les rues, même les centres de loisirs, aussi bien au bénéfice de l'État, du gouvernement, que des collectivités territoriales, les préfectures, les mairies et les régions, puisque nous y allons incessamment, toujours gouvernance du territoire. Sylvestre Béni, vous revenez sur une question qui fait polémique. Depuis qu'il y a quelques jours, le gouvernement, le chef de l'État a limogé le préfet de Yotta pour nommer son successeur, et cela enflamme le débat, et que vous reprenez aujourd'hui, à savoir que la colonie des colonels s'agrandit dans les préfectures. Non, vous vous rappelez que nous avons déjà titré sur ce sujet il y a quelques semaines, et aujourd'hui, avec la nomination d'un autre colonel à la tête de la préfecture de Yotta, cela vient peut-être donner du grain à moudre ou donner de l'eau au moulin à ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous avons, je l'ai même résumé ici avec une phrase en disant que nous avons une colonie de colonels qui nous colonisent. Donc voilà, avec le lieutenant-colonel Sodoko Afan qui est nommé en remplacement donc du préfet, de l'ancien préfet Alibo Yao, donc à la préfecture donc de Yotta. Donc nous disons que voilà quoi, on continue donc de faire la promotion donc des colonels, mais en réalité ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, parce qu'il y a quand même des hommes entrés qui sont très bien et qui sont des têtes bien faites. Qui bien pleines aussi. Bien faites et bien pleines. Donc sûrement si c'est bien fait, donc on aura quand même à avoir beaucoup plus de plénitude et de savoir mieux s'orienter. Mais sauf que derrière, du moins sur ce choix du gouvernement, on voit plus une manière donc de restreindre donc les libertés. On voit tout ce que ces préfets font dans leur localité, surtout le préfet de l'autre colonel qui était à Dangpem. On a vu tout ce qu'il a fait subir à cette population, mais c'est aujourd'hui lui qui est le chef d'état-major, donc chef d'état-major général des forces armées togolaises. Donc vous voyez, donc tout cela n'honore pas du moins ce choix du gouvernement. Je l'ai dit, les militaires sont compétents, ils aiment la rigueur, mais quand on les norme parce que on veut avoir un contrôle, une même mise donc sur la population, on voit tout ce que c'est vrai que lui n'est pas colonel, tout ce que le major Colomb fait subir aux populations, donc au niveau d'Atapamé et autres là, donc tout cela n'augure rien donc de positif. Au colonel qui nous colonise à ce jour, ça fait 11 préfectures qui sont dirigées par des colonels ou lieutenants-colonels. Plus que ça. 11, ça fait 11. Plus que ça. Non, ça fait 11. Ah bon? Oui, en fait, ma comptabilité. Vous avez bien compté? Oui, ça fait 11 sur 35 préfectures. Le Wawa aussi? Il y en a plus que ça. Okay. Je crois qu'on fera, je te ferai la liste à la prochaine parution. Merci. Nous continuons sur un autre sujet, à savoir cette rencontre qui a eu lieu au ministère de l'administration territoriale le lundi dernier. Le ministre d'État en charge de l'administration du territoire qui a convié les partis politiques au menu des discussions, l'éventualité d'élections régionales courant l'année 2021, sujet qui intéresse la presse. Revue de presse donc avec le messager qui écrit pour des élections régionales réussies au Togo, le gouvernement recueille les avis des partis politiques. Un forum de la semaine s'intéresse aussi et écrit élections régionales à venir, Boukpessi a recueilli l'avis des responsables des partis politiques. Le Magnan libéré, lui, nous présente un dossier décentralisation au Togo, comprendre les élections régionales, et le Magnan nous révèle tout sur la rencontre entre le ministre Payadoa Boukpessi et les partis politiques. Togo Matin aussi écrit à la une ce qu'il faut savoir sur la rencontre entre les partis politiques et le ministre Payadoa Boukpessi. Nous continuons donc avec autre journal, le dialogue qui à la page Augustin Mégagin, cette rencontre que le ministre d'État a eue avec les partis politiques
et qui suscite tellement de débats, voire même de polémiques au sein de l'opinion, pourquoi pas dans les médias? Vous savez que tout ce qui est élection dans ce pays fait toujours débat. Donc, aujourd'hui, les élections régionales n'échapperont pas. Mais l'essentiel est que le gouvernement et les autres, et la classe opposante, se décident à fixer les règles du jeu. En tout cas, à s'attendre sur l'essentiel avant que ce scrutin n'arrive. Ça, c'est très important parce que ici, on parle de décentralisation. Et tout ce qui concerne la décentralisation doit être fait de manière, je crois, en tout cas à mon niveau, moins partisan, parce que toute décision est liée directement au développement. Tous ceux qui vont travailler, tous ceux qui seront là-bas sont chargés de travailler au développement de leur région. Donc si on se rate sur les personnes, ou bien on se rate sur l'organisation de ces élections-là, je crois que pendant 5 ans ou bien 6 ans, on va des élus régionaux aussi. On va se retrouver dans une situation assez compliquée et la décentralisation qu'on a souhaité de tous nos voeux se trouverait donc aujourd'hui, il est important que les autorités, en tout cas les partis politiques de l'opposition et du gouvernement et le gouvernement soient ensemble, discutent des points essentiels et puis voir dans quelle mesure tout soit organisé pour que au lendemain de ces élections-là, qu'il n'y a pas de polémique, même si souvent des élections, il y a toujours quelques polémiques, mais au moins qu'on aille sur l'essentiel et qu'on évite certains débats après. On peut dire que c'est ce que le gouvernement commence à faire pour une fois, bien avant ces élections. Le ministre qui rencontre les acteurs politiques, nous apprenons que Padua Bokessi aurait invité jusqu'à 21 formations politiques. Il y a 17 qui ont répondu présents. Et pourquoi, comment est-ce que ces partis ont été invités? C'est les partis politiques qui ont participé à différentes élections sur les 3 dernières années. Alors, au sorti de la rencontre, on a écouté des leaders politiques s'exprimer. Ce qui inspire le confrère, le dialogue a écrit ce matin, remords d'un parti politique qui retrouve une lucidité, le boycott des élections ne serait plus le vocabulaire utilisé à l'ANC. Pendant que Fraternité voit plutôt dans ces élections régionales l'autre guet-apens du pouvoir. Pour Fraternité, ces élections à venir n'est qu'un guet-apens que le pouvoir tend aux partis de l'opposition. Un peu la même chose que vous voyez aussi, Sylvestre Béni, quand la manchette écrit élection régionale, l'opposition ou la bataille des étourdis. Sylvestre? Non, je crois qu'il faudrait plus de mots pour identifier ou dire clairement les choses. Vous savez, pendant des années, pour ne pas remonter un peu dans l'histoire, prenons juste le départ donc de l'accord cadre de Lomé. L'opposition a toujours posé des préalables pour aller aux élections. Après l'accord cadre de Lomé, il y a eu les 22... L'accord cadre de Lomé, c'était en 1999. En juillet 1999. Il y a déjà 21 ans. Voilà. Et vous revenez en 2004, il y avait eu les 22 engagements que le Togo a pris devant l'Union européenne au niveau de Bruxelles. Il y a déjà eu ces préalables en ce qui concerne le cadre électoral. Ça n'a jamais été honoré. Nous parlons donc de l'APG, signé le 20 août 2006. Il y a déjà eu ces préalables donc en ce qui concerne le cadre électoral. Et l'opposition qui a toujours dit pas de réforme, pas d'élection. Mais au moment donc de la candidature, ils sont les premiers à courir pour aller déposer leur candidature. Après, ils reviennent dire la population nous a volé. Donc, à un moment donné, il faudrait quand même que les gens pensent à orienter autrement les choses. Il y a l'un des leurs qui a fait un diagnostic assez pointu et intelligent, que nous saluons d'ailleurs, et qui dit, c'est Nathaniel Olympio, qui dit, des Togolais, qui dit donc à ces pères de l'opposition, ne courons plus derrière les postes électifs. Parce que nous n'avons pas besoin d'élections pour faire la démocratie, mais nous avons besoin de la démocratie pour organiser de meilleures élections. Il y a un observateur de la scène politique qui dit, et notamment le professeur Apédouarma, qui dit qu'on ne chasse pas une dictature avec des bulletins de vote. Autrement, il y a également un autre... Et Apédouarma, il propose quoi en retour? J'en viens, je suis donc dans une argumentation. Il y a encore un autre statistique, Achadam, qui dit que à quoi bon donc compétir, faire une compétition avec un adversaire qui dicte donc les règles du jeu. Aujourd'hui, vous verrez que l'opposition a toujours
poser des préalables, mais ces préalables en réalité ne sont jamais... Et il n'y a jamais de satisfaction autour de ces préalables. Mais ils iront à ces élections, ils reviennent donc au Dieu après on nous a volé. Aujourd'hui, l'essentiel c'est que lorsque vous voyez le paysage, c'est que les gens courent plus derrière les postes, parce que nous avons aujourd'hui une opposition carriériste, qui veut faire carrière dans l'opposition, et les gens courent, après ils deviennent maires adjoints, et ils oublient qu'il y a des jeunes qui ont manifesté, qui sont encore en prison, et oui, ils vont sortir. Sylvestre, on peut vous comprendre, mais en même temps, on peut vous trouver assez dur, parce que hier, on reprochait aux partis politiques de privilégier la rue, et qu'ils quittaient les élections. Maintenant, l'opposition veut s'inscrire. En fait, ces partis veulent s'inscrire dans la dynamique des élections, d'autant plus que les réformes que vous avez évoquées ont été quand même faites. Non. Il y a pas eu si vous voulez, il y a eu des réformes. Les réformes constitutionnelles institutionnelles ont été faites à l'Assemblée en mai 2000. S'il y a réellement ces réformes-là, l'opposition, du moins la classe de l'opposition qui était avec le ministre Boukossi la dernière fois, ne reviendra pas sur le cadre électoral encore. Ça veut dire qu'il y a des choses, on parle donc d'un déséquilibre au niveau donc des j'ignore un peu le terme là, mais non, pas uniquement de la CENI. Au niveau donc des régions où, supposons, vous prenez au niveau donc des députations, il y aura plus d'électeurs au niveau donc de certaines régions que d'autres régions. Il y a eu quand même ce déséquilibre là, oui, que les gens ont soulevé à un moment donné. Il faut rappeler que déjà il y a quelques années, il avait été mis sur pied un conseil national de la décentralisation, présidé à l'époque par le Premier ministre Classou. Des séances, des réunions avaient été faites, et à cette occasion, certains partis politiques aujourd'hui de l'opposition avaient choisi de boycotter ces séances, mais c'est le résultat des travaux du Conseil sur la décentralisation qui ont fixé maintenant les quotas d'élus par région et par préfecture. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi j'ai cité Tikwi Achadam, qui dit à quoi bon de participer à une compétition où les règles du jeu sont fixées par l'adversaire. Donc aujourd'hui, je crois qu'il ne faudrait pas courir pour se jeter, et je salue en fait ce confrère-là qui parle d'un guet-apens et fraternité, qui parle d'un guet-apens. Aujourd'hui, les gens vont courir à cette élection juste pour légitimer le pouvoir, parce que nous sommes également dans une crise post-électorale. C'est pourquoi vous avez vu que l'un des partis donc de la dynamique, Monseigneur Kodio, le MPDD, n'a pas participé donc à cette rencontre-là. Il y en a d'autres. Donc, si le pouvoir tient véritablement à organiser ces élections-là, alors qu'il y a ce cadre électoral qui ne permet pas à tout le monde de compétir à armes égales, mais laissez le pouvoir nommer s'il veut nommer, il n'a qu'à nommer ses directeurs régionaux. On répondre, Sylvestre Béni, justement, est-ce que ces concertations ne sont pas le cadre de recueillir les avis de l'opposition et améliorer le cadre électoral? Pourquoi pas? Il y a tellement eu de concertation et ça n'a rien donné. Jean Leco, vous, votre journal Doulien, vous écrivez le gouvernement dans la dynamique des élections régionales en 2021, et vous trouvez que des partis de l'opposition campent encore dans la logique des préalables. Oui, effectivement, la question des préalables a encore refait surface au cours de la rencontre initiée par le ministre Boukossi de l'administration territoriale. Et nous avons fait un constat, c'est-à-dire qu'à chaque élection, c'est des préalables. Et ces préalables-là, je pense quand même que nous sommes dans la réelle politique. Un pouvoir ne veut pas toujours laisser les choses et rentrer dans l'opposition. Au même moment, il y a l'opposition veut venir aux affaires. Et ça, là, on a tendance à croire que l'opposition, à chaque fois, rentre dans le jeu, au lieu de s'attarder sur l'essentiel. Ce camp sur ces préalables-là, et ce préalable-là, c'est la condition sine qua non pour que nous allons aux élections, alors que pendant ce temps-là, le pouvoir déjà prépare du terrain et commence par gagner du terrain, prépare son électoral à damer le pion à l'opposition. Disons, ce que vous appelez préalable, n'est-ce pas les exigences de l'opposition pour l'amélioration du cadre électoral? Oui, c'est des exigences de l'opposition. Je ne m'en disconviens pas, mais il va falloir que l'opposition essaie de jouer à la réelle politique. Ne pas à chaque fois se cantonner sur ces préalables-là, et ces préalables-là qui lui portent préjudice. Au lieu d'aller mouiller le maillot, on se campe sur ces préalables-là, et en fin de compte,
ces préalables-là ne sont pas résolus, ou bien on ne leur donne pas ces préalables-là. Mais on va quand même aux élections. On va quand même aux élections et ils perdent les élections. Et ça, c'est en quelque sorte, comment vous appelez ça? C'est l'éternel retour du même. L'éternel retour, c'est un travail décisif. Ils n'atteignent jamais la montagne, le sommet de la montagne. Ils sont toujours là. Alors, vous êtes en face de deux confrères avec des avis quelque peu divergents sur le sujet. Oui, exactement. Je ne sais pas vers qui vous irez, vous. il faut dire que c'est vrai que aujourd'hui, chaque fois, je le disais tout à l'heure tantôt, chaque fois les élections posent problème dans ce pays. Et à un moment donné, c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, même dans les produits qu'on croit jusque-là, c'est démocratique, l'élection pose aussi problème. Mais il serait en tout cas temps qu'on améliore un peu notre cadre électoral. En tout cas, qu'on voit ce que l'opposition dit et on essaie d'améliorer. Parce que chaque fois, on ne peut pas rester sur les mêmes positions chaque fois. Et qu'à chaque élection, après chaque élection, qu'on est dans une situation. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu bizarre, qu'on ne sait pas s'il y a une crise post-électorale, etc. Mais il y a quand même une tension. Donc, on ne peut jamais développer un pays avec cette tension-là chaque temps. Même pour les élections locales, même pour les élections législatives, même pour la présidentielle, n'en parlons même pas. Et aujourd'hui, on parle des régionales. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement a déjà fait beaucoup en tout cas, travailler sur cette situation-là et amener chaque fois. Maintenant, au niveau de l'opposition aussi, c'est vrai, chaque fois, Alors, si je vous suis bien, il va falloir que le gouvernement écoute, justement, et applique. Et tienne compte des préoccupations des partis de l'opposition pour des élections réellement inclusives qui ne suscitent plus tant de polémiques. Oui, maintenant, l'opposition ne doit pas non plus se camper à ces préalables. Pourquoi? Parce que, quand vous parlez, dès que vous avez introduit ce genre de préalable, on a l'impression que l'opposition s'arrête là-bas. En attendant de laisser, ils abandonnent le terrain au parti au pouvoir, qui déploie ses armes, qui déploie ses militants, qui commence déjà, vous avez vu, qui commence déjà par construire les choses dans les villages, etc. Et au moment d'appeler les gens à voter, diront, on a fait ça pour voter pour nous. Pendant ce temps, l'opposition fait quoi? L'opposition était au préalable. Aux discussions. Voilà un peu la situation. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut poser les plans sur la table, mais en attendant aussi, envoyez vos militants dans les régions, envoyez vos militants dans les préfectures, envoyez vos militants dans les villages, réveillez les consciences et appelez les situations à ce moment. Merci. L'un des préalables que certains partis de l'opposition ont posé à Payadoua Boukessi lundi dernier, c'est ce que nous sommes permis d'intituler l'équation à Djamagbo Djossou. Là-dessus, revue de presse avec la manchette Sylvestre Béni, vous demandez si Djamagbo et Djossou seraient bientôt libérés. Oui. En fait, nous sommes fondés sur le dernier communiqué donc, du Conseil de la dynamique Monseigneur Podjoro, ce conseil que faut mettre à Choudarus, et qui a dit, je résume en substance que après donc la dernière comparution de ses clients devant le doyen des justes institutions, il s'est fait que en les écoutant, il n'y avait rien, donc en réalité rien à se reprocher, et que bientôt ils vont introduire donc une demande donc de mise en liberté provisoire pour que mais resteront toujours et disposés à travailler avec la justice pour que lumière soit faite sur cette affaire-là. Bon, il faut rappeler que ils sont accusés donc de groupement de malfaiteurs et d'atteinte contre la sûreté et de l'État. Il faut ajouter à cela le dernier communiqué de presse de la conférence des évêques du Togo qui plaidait également la mise en liberté de Djamagbo et Djossou, le temps que la procédure judiciaire continue. Justement, j'allais en venir, si on prend également du moins c'est sorti donc de la conférence des évêques qui disent en substance que connaissant donc la dame, ils s'interdisent de croire que cette dame puisse être impliquée dans un projet donc de déstabilisation du pays, et plaide donc pour son élargissement et aussi de toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre donc des manifestations. Donc c'est ce que disent les évêques catholiques. Donc c'est ce que nous avons repris et espérons que est-ce que Brigitte et Gérard vont bénéficier d'un cadeau de fin d'année en retrouvant leur domicile
pour les fêtes de fin d'année. Laissons la justice suivre son cours, même si un intense travail de lobbying se mène aussi bien ouvertement que dans la discrétion. Nous suivons cela. Mais pour liberté, Madame Adjamagbo Johnson et Josu n'ont commis aucun fait criminel. Liberté qui s'inspire justement du dernier communiqué de presse émis par le collège des avocats des deux personnes. Le confrère Dialogue lui écrit polémique autour de détenus politiques au Togo. Christian Trémois, le ministre des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement, lève l'équivoque. Ça, c'est le Dialogue. Forum de la semaine qui écrit lui aussi à la page 3, Christian Trémois, citation, le Togo n'a pas de détenus politiques, ce sont des détenus de délits de droit commun. Dixit Christian Trémois, même titre de Togo Matin qui écrit que dans l'affaire Adjamagbo Johnson et Josu, Trémois recadre les agitateurs de la dynamique Monseigneur Kodjo et leur soutien. Mais Fraternité qui voit ça d'une autre façon, Fraternité qui écrit Christian Trémois, un vrai pyromane, tout simplement. Voilà. Oui, sur au-delà de cette actualité, il y a quand même plein d'autres sujets dans vos parutions. La manchette, par exemple, vous semblez souhaiter la bienvenue au tout nouveau président de la Cour suprême, le juge Yaya Abdoulaye, et vous écrivez commune de Daniel 1, la Cour suprême, que vous interpellez sur une prétendue démission d'un conseiller MRC dans la localité. Qu'en est-il, Sylvestre? Bon, il faut dire que c'est une affaire qui remonte en décembre dernier. Il y a un rififi entre le président de MRC, le député Abbas Kavoua, et son ancien chargé donc des affaires politiques, qui s'appelle Monsieur Akpa Kodjo. Akpa Kodjo, qui est également un conseiller municipal dans la localité dans la commune de Daniel 1. Et l'inimitié entre ces deux hommes a fait que le député Abbas Kavoua a fait enfermer son conseiller municipal, c'est-à-dire il a convoqué au niveau donc de la gendarmerie anti-gang de Djidjolé, et après quand le monsieur a répondu à la convocation, il a été gardé, et après 4 jours il est déposé à la prison. Mais le lot du problème, c'est que plus tard, étant conseiller municipal, il s'est fait que une lettre de démission a atterri donc au niveau donc de la cour d'appel, au niveau de la cour suprême, pardon, et le monsieur en question, c'est-à-dire le conseil municipal en question, monsieur Akpa Kodjo, a été remplacé par un autre membre sur la liste de MRC. Sur décision de la Cour suprême. Sur décision de la Cour suprême. Mais sauf que le lot du problème, c'est que le monsieur que nous avons écouté dit qu'il n'a jamais envoyé une lettre de démission. C'est-à-dire, il n'a jamais signé une lettre de démission. Donc, si on comprend bien, il dit que au moment où la lettre était même envoyée à la Cour, lui, il était encore en prison. Donc, ça veut dire que si on comprend mieux, il y a eu faux usage du faux, c'est-à-dire quelqu'un a pondu une lettre de démission qui a signé au nom de la personne qui a envoyé à la Cour suprême. Et le monsieur, donc, a été remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, le monsieur dit ouvertement à ce que ce dossier-là soit que du moins le président de la Cour suprême, le juge Abdoulaye Yaya, que ce président-là puisse se saisir de dossier et puisse alors justement, est-ce qu'il a formellement saisi la Cour suprême à cet effet? Oui, selon les informations, c'est que la Cour est saisie. Et même en venant tout à l'heure au studio, j'ai eu d'autres membres proches du dossier qui disent que les autorités promettent, en fait c'est ce qu'il dit, les autorités promettent qu'ils vont réparer le préjudice. Mais jusque-là, rien n'est fait. Donc, et nous disons aussi que même au niveau donc de la représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale aussi peut se saisir du dossier. D'autant plus que il y a le nom d'un député qui est cité dans le dossier. Nous ne disons pas que c'est lui qui a fait faux et usage de faux et l'a envoyé à la Cour suprême et a induit la Cour à prendre une décision que la personne, l'intéressée, n'a pas, du moins, c'est prise. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement d'ingourgures autour donc du dossier. Et c'est un dossier sur lequel nous allons revenir. Merci. Pour voir clair dans cette c'est votre façon de souhaiter la bienvenue
au président Yaya. Mais sur le sujet, ce que nous savons, quand nous lisons un peu la loi sur la décentralisation, c'est qu'un conseil municipal, s'il démissionne, la démission du conseil municipal doit être transmise au préfet de la localité, justement, qui transmet au ministre en charge de l'administration, et c'est le ministre maintenant qui saisit la Cour suprême à cet effet. Maintenant, est-ce que le conseiller, le conseiller ou l'ex-conseiller dont vous parlez, est-ce qu'il va faire la démarche, écrire au préfet pour transmission au ministre et qu'on saisisse la Cour suprême? Un dossier intéressant, c'est l'exercice du droit. Nous avons besoin de ces expériences-là pour affiner notre parcours. Joachim Loco, la matinée internationale, j'espère qu'on aura le temps de revenir là-dessus, mais sur le gouvernement, vous écrivez que Madame Tomenga Dogbe qui promet une gouvernance axée sur les résultats, ça c'est d'un, et de deux, comme c'est la fin de l'année, vous faites un peu votre bilan sur les hommes spéciaux pour une année particulière. Juste une petite idée, Joachim. Oh non, vous savez que cette année, comme vous venez de le dire, ça a été une année particulière, si éprouvante pour tout le monde. Mais il y a des hommes quand même qui ont eu à marquer cette année. Et c'est le cas, nous avons choisi dans notre rubrique Homme de l'année, c'est le cas du président Faure, qui a eu le président de la République, Faure Gnassingbé, qui a été plébiscité au cours de la dernière élection présidentielle du 22 février 2020. Il y a aussi le premier ministre de l'année qui est Madame Tomenga Dogbe. Vous savez que c'est la c'est la première fois où une dame a été portée à la primature. Eh bien, en faute de temps, il y a le président de l'année, le premier ministre de l'année, l'argentier de l'année, le général de l'année, le ministre de l'année, le docteur de l'année. Finalement, Joachim Loco de l'année. Mais je ne trouve pas le journaliste de l'année, Joachim. Bon, le journaliste de l'année. Il viendra. Merci. Il viendra. Tout ça passe de 3 minutes. On va suspendre là et le temps de rebondir avec les auditeurs incessamment. Bien, nous revenons à vous. Nous sommes à l'écoute sur l'un ou l'autre sujet débattu aujourd'hui. Le docteur Beweli et les confrères sont à votre disposition. Premier auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs. Je suis Augustin Davedi. Augustin Davedi. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Ok, sur la question de l'opposition concernant le fait de s'attarder sur les préalables, oui. J'aimerais dire que, en fait, c'est le problème, moi je ne vois pas le problème sur ce temps. Ce n'est pas seulement le fait de s'attarder sur les préalables qui cause le problème. Parce que on peut être sur les deux fronts. On peut réclamer les préalables, puisque ces préalables sont des conditions favorables pour une élection paisible. Oui, mais en même temps, il fallait être sur le terrain. Nous avons fait de la campagne pour des partis et on a vu qu'il y a des partis même qui ne connaissent pas la géographie du Togo. Il y a des partis qui vraiment n'ont pas un plan de campagne avant de se lancer sur le terrain. Donc, au moment où on est en train de réclamer les préalables, il faut aussi qu'on travaille sur les autres fronts pour que les préalables soient accordés ou pas. Même quand on est sur le terrain, qu'on puisse faire un travail efficace. Merci. Ça, c'est le premier point. Oui, le deuxième point, j'aimerais demander au docteur à quand l'ouverture des spectacles pour nous qui vivons de ça. Pardon? À quand l'ouverture des spectacles? Même si ce ne serait-ce qu'une limitation de nombre pour les participants, au moins que nous commencions par vivre un peu de notre activité. Le monde des spectacles. Merci de porter haut la défense de votre corporation. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Allô, bonjour Sas. Oui. C'est M. Kolani depuis Agouay. Oui, nous vous écoutons. Oui, je salue vos invités. Quand on nous parle de préalable, on n'a pas besoin de faire du préalable. Parce que nous avons des textes qui nous régissent. Nous connaissons le code électoral, nous connaissons notre constitution. On n'a pas besoin de faire des préalables pour aller à une élection. À moins que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Le problème qui se pose au Togo, la CENI, la Cour constitutionnelle, ces personnalités sont payées par le contribuable togolais. Mais ce qui est dans les unes, sortez ça, c'est tout le problème.
Aujourd'hui, le problème qui se pose au Togo, c'est un problème de conscience. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays où les textes sont là, qui régissent et qui réglementent les élections. Et quand on fait les élections, on pose des préalables. Quel préalable, on n'en a pas besoin. Donc c'est pour vous dire que quand on nous dit que l'opposition demande des préalables, c'est des faux problèmes. Et puis, quelle opposition nous avons aussi? Ça aussi, c'est un problème. C'est les chefs de partis politiques qui ne sont pas des leaders et que c'est des gens qui veulent faire carrière ou des métiers en politique. Ça aussi, la finesse est en train de monter. Oui. Si on veut accuser le pouvoir des faux pouvoirs au niveau de l'opposition, qu'est-ce qu'on cherche réellement pour ce pays? La démocratie est là, ou bien on veut les essayer, ou bien on ne veut pas les essayer. C'est ça le problème, monsieur Sass. Merci. Ou bien. Merci. Et le deuxième point, s'il vous plaît. Oui. Le deuxième point, c'est ce que l'autre l'a dit là, le député qui, ou bien le maire là, qui a qu'on dit qu'il a démissionné là. Le conseil municipal. Je vous en prie, suivez. Allô, l'ami Koulani? J'aurais vraiment aimé qu'il continuât et terminât lui-même son développement. Allô? Oui, bonjour. Monsieur bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, moi je voudrais aborder un peu sur les élections là. Oui, c'est monsieur? Allô? Nous vous écoutons mal. C'est monsieur? Allô? Allô? Oui, votre identité, votre nom s'il vous plaît. Allô? Oui, okay, allez-y. Oui, moi je voudrais aborder un peu sur les élections là. Moi quand on parle des élections, ça me frustre, c'est frustrant. C'est à cause des élections que Mme Adama Boye et son collègue sont en prison. C'est ce que l'autre disait. C'est déjà dans le laboratoire de RPT Uni. Donc, en fait, s'il vous plaît, si on se réfère au communiqué du procureur de la République, il n'y a pas rapport directement établi entre leur arrestation et la dernière élection présidentielle. Ils voulaient marcher, ils voulaient organiser des marches. C'est à l'issue de cette organisation des marches qu'on les a arrêtés. Ok, c'est votre déduction. Ah oui, okay. Donc les élections, quand on parle des élections, ça c'est plus. Mais alors, si on ne fait pas les élections, comment est-ce qu'on peut réaliser l'alternance au sommet de l'État? Dommage que la mienne est partie. Mais un autre qui vient, bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Oui, ça va, ça? Ça va chez nous. Bon, ça va. Monsieur Sylvestre, le journaliste à côté de vous, a dit que l'opposition on nous a volé. Mais moi, je crois que l'Union européenne a décrit souvent les élections au Togo. Et c'est pourquoi le Togo ne prend plus l'argent de l'Union européenne pour organiser les élections. Il peut aller demander à Wanana et FCI même. Il comprendra. Merci. Mais c'est même n'est plus, s'il vous plaît. Oui, Nakale, dans la tombe. Il va lui parler. Ah bon? Ok, vous allez montrer le chemin à Sylvestre Bénin pour joindre CIMMN. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour l'ami en ligne. Il n'est pas là. Il est là ou il n'est pas là? Oui, bonjour. Donc, en attendant qu'il vienne ou bien qu'un autre vienne en ligne, Dr Bewili, les acteurs, disons, le monde du spectacle se demande quand ils pourront reprendre leur activité, puisqu'ils en vivent. Merci à M. Augustin. Nous avons pris bonne note de cette préoccupation. C'est une thématique. Nous allons la remonter. Nous, on est techniciens. Donc, les autorités vont aviser. Merci. Donc, ce qui va être fait, c'est que la question va être étudiée. Le conseil scientifique va se prononcer. Merci. Et le ministre de la Culture, il sera associé à la démarche. Exactement. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Et si. Voilà. Nous vous écoutons. Je viens encore ce matin pour demander pourquoi doit-on peiner tant avec des débats à ne pas en finir, des manifs reprenés dans le sang et toutes ces peines dans une république qui a pourtant des lois. Je ne comprends pas. Et puis, il y a des gens qui passent, des journalistes ou des gens qui passent sur les radios pour nous dire que la politique est un rapport de force. Un rapport de force comment? Force avec des armes ou quoi? On est dans une république où il y a des lois. Et dans le quoi. Et puis, tu viens 2 jours, l'autre vient et tout. Il n'y a pas à peiner, à réprimer, il n'y a pas à mourir dans une république. On nous parle de rapport de force.
Et puis, je veux dire que ce régime qu'on a actuellement a connu Kennedy et De Gaulle. Et pourquoi il doit être là encore à organiser des dialogues, à signer des accords qu'on ne respecte pas et à nous prendre pour des cons? Ça fait 2. Troisième, je veux parler de Covid. Oui. Lorsque la France éternue, le Togo crève de dengue ou de coronavirus. La France confine, le Togo corse son confinement avec des bévues et même des morts s'il faut. Et je veux dire que la France change de président, mais le Togo ne change jamais de président depuis 1963. Je ne vois pas je ne vois pas très bien le rapport. Ah oui, mais le rapport, c'est que on doit suivre la France dans tout ce qu'elle fait. Elle change, elle alterne tous les 4 ans. Et puis le Togo n'alterne jamais. Mais on suit la France, quoi, en tout. Merci, madame. Moi, je voudrais qu'on la suive dans l'alternance aussi. Merci, sauf dans la gouvernance. Que le mandat présidentiel est de 5 ans en France. Nous prenons le dernier auditeur avant de répondre aux préoccupations. Bonjour. Allô? Il est là ou il n'est pas là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Comment vous allez? Ah, ça va chez nous? C'est Mawena d'Adegome. Mawena, nous vous écoutons. Et salut Michel Lega, Patek. Et Sas, moi je voulais qu'on m'explique le détenu politique et détenu des droits communs. Nous qui n'avons pas été à l'école, on ne comprend pas ça. Très bien. Donc s'il y a le plateau pour nous expliquer un peu. Bon, on n'a pas le temps ici, mais je vous renvoie aux journaux comme Togo Matin, Forum de la Semaine et Le Dialogue qui ont repris les déclarations du ministre Trémois. Après, si vous le voulez, on pourra y revenir ultérieurement. L'ultime appel aujourd'hui, ou bien c'est fini? Eh bien, docteur Bewili, alors vous avez écouté Notre-Dame ici. Est-ce que le Togo ne ferait que répercuter la stratégie française en matière de réponse à la Covid-19? Bon, je crois que c'est son analyse. Le Togo est un pays africain. Les pays africains et particulièrement le Togo ont une autre réalité quand nous voyons l'évolution de cette pandémie. Et en termes de réponse, il y a beaucoup de stratégies. Et les stratégies, chaque pays adopte une stratégie en fonction donc, de ces réalités. Et donc, dire que le Togo suit la France, ça veut dire qu'au Togo, bon, nous n'avons pas d'experts par rapport à la lutte. C'est vrai. L'expert commun à nous tous, c'est l'Organisation mondiale de la santé et les autres partenaires. Et cette organisation envoie les directives de façon périodique. Vous savez que cette maladie a beaucoup d'inconnus. Et chaque pays prend les directives et adapte à son contexte. Et donc, c'est ce que le gouvernement togolais est en train de faire en tenant compte de ce que les techniciens remontent. Donc, pour moi, c'est trop fort de dire que le Togo ne fait que suivre ce que la France fait. En comparant la France et le Togo, les chiffres sont clairs. Hein. C'est deux mondes carrément différents en termes du nombre de cas, en termes du nombre de décès, en termes de stratégies. Le Togo n'a jamais décidé le confinement. Le Togo a décidé le couvre-feu. Il y a eu des bouclages des villes. Et vous avez vu pratiquement, il y a par exemple les marchés et les supermarchés, certains lieux publics qui n'ont jamais été fermés. Mais on a dit, on a mis des mesures de respecter les mesures barrières. Voilà. Et donc, mais quand la France a eu le confinement, vous savez le nombre de mois ils ont eu de confinement. Merci. Non, les préoccupations des artistes, des artistes, des spectacles, également ce que nous appelons le peuple de la nuit. Tout à fait. La vendeuse de colicot, de con, ceux qui travaillent dans les boîtes de nuit, les autres aussi qui accompagnent ça, c'est des humains, c'est leur activité, ils en vivent. Vivement que vous remontiez toutes ces préoccupations et que les décideurs en tiennent compte pour que nous soyons tous en vie, en bonne santé pour bâtir le Togo. Carton de fin d'émission avec les confrères vont montrer la voix au docteur Baouli. Augustin, regardez votre carton. Alors ça, je dessine un carton rouge. Carton rouge à tous ces commerçantes et commerçants qui se permettent en cette fin d'année, ou comme ils le font chaque fin d'année, de mettre sur le marché des produits
dont la date de péremption est dépassée, des produits périmés, des produits avariés, qui, en leur âme et conscience, vendent aux consommateurs. Alors que ces produits ont des répercussions sur la santé et peuvent créer beaucoup de situations graves. Carton rouge à tous les commerçants qui font ce genre de... Qui vendraient des produits frelatés, produits périmés. Et aussi passer par là pour lancer un appel aux autorités de veiller à ce genre de choses. Parce que j'ai dit le ministère du Commerce a des services qui sont chargés du contrôle, en tout cas du contrôle de tout ce qui est vendu dans nos marchés, que ces services remplissent leur mission convenablement. Vous avez un acteur devant vous, Dr Beweli. Vous lui passez directement le message. J'espère qu'il en Merci. Joachim Loko, Kokou, votre carton de fin d'émission. Le carton, moi je donne toujours carton rouge. Chaque semaine, je donne ce carton-là à ceux qui font de la vitesse excessive sur nos voies. Nous savons que nous sommes en période de fin d'année, tout le monde est excité, et surtout les jeunes sur les motos. J'appelle tout le monde à beaucoup plus de prudence, à rouler doucement sur la voie, pour pouvoir voir ou bien rentrer en pleine santé dans l'année 2021. Merci. Même si nous ne faisons pas l'apologie du retard, nous disons il vaut mieux arriver en retard que de ne jamais arriver. Sylvestre Kokou Beni. Bon, moi je donne carton rouge à deux présidents. D'abord le premier à Alassane Ouattara et le second à notre jeune doyen qui souriait la dernière fois parce qu'on l'a appelé jeune doyen. En réalité, c'est une insulte. Carton rouge. À qui? À celui qui a appelé. À celui qui a appelé et à celui qui riait. À celui qui a souri. Oui. Merci. Les deux vont réceptionner ce carton rouge. Docteur Sotoma Beweli, avant votre carton, une interpellation qui vous est faite. Le contrôle des articles en cette période de fin d'année. Docteur? On s'y met. Nous avons nos services qui vraiment, on est en train de redynamiser ce secteur pour vraiment redonner confiance à nos populations par rapport à ce qu'ils consomment. Merci. Maintenant, votre carton? C'est un carton à donner, c'est un carton vert. C'est au gouvernement qui vraiment, comme vous l'avez dit, vient de faire signer donc ce contrat pour le 5e recensement global de la population de l'habitat. Parce que nous, dans la santé, vraiment, on a besoin des populations pour pouvoir faire nos prévisions, nos planifications. Parce que parfois, on donne des chiffres, on parle de là, mais à la mise en œuvre, on se rend compte que toute la population n'est pas atteinte, ou bien on a couvert, mais il y a encore des gaps. Donc voilà, ça, le gouvernement, c'est une très bonne chose, c'est un carton vert que je Merci. Donc un gouvernement de l'année. Donc, classement la matinée internationale, qui va trouver le gouvernement de l'année. Le gouvernement de l'année. Tout fini dans la bonne humeur. Et docteur, exactement, docteur, vous rappelez comment quelqu'un a converti le prix de santé et éducation en une bouteille? Ça a été dit ici. Ça a été dit, effectivement. Eh bien, c'est avec cette bouteille que nous allons à la troisième mi-temps, en attendant de vous retrouver demain jeudi à 11h.